Madame, Messieurs, bonsoir. Écoutez, merci d'être aussi présent au sein de cet amphithéâtre de l'Aquarium La Rochelle. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous accueillir ici ce soir. Je crois on doit remercier Terre et Lettres d'avoir organisé cette soirée, car ils nous ont fait l'honneur de diffuser un film de qualité et surtout, je pense, la présence d'une personne de aussi grande qualité que son film, j'espère. Monsieur François Serrano. Donc c'est vrai que l'activité, la passion de la société, le moteur, c'est la sensibilisation au grand public. Donc c'est un honneur, tout simplement, de vous voir ce soir dans cet amphithéâtre afin de perdurer cette action. Merci beaucoup. Alors je vais vous dire merci à tous d'être venus nombreux, parce que vous êtes nombreux ici, mais je m'adresse aux personnes qui sont à la Maison des étudiants aussi, il y a 180 personnes. Donc merci d'être ici pour cette soirée exceptionnelle de lancement du Festival Terre et Lettres, le 11e du nom, qui normalement a lieu au printemps, mais qu'on a dû reporter au mois d'octobre à cause du Covid. C'est exceptionnel parce que nous avons un invité exceptionnel, François Serrano, qui nous a fait l'amitié de venir. Peut-être certains d'entre vous ont vu l'interview qui était publiée dans Sud-Ouest ce matin et qui, s'ils ne le connaissaient pas, ils ont pu commencer à faire sa connaissance. On ne pouvait pas mieux choisir comme invité pour ouvrir le festival, puisque c'est écologie ou catastrophe, comment agir, et que notre conviction est que tant que l'homme ne sera pas réconcilié avec la nature et avec la vie sauvage, on n'avancera pas tellement dans la bonne direction. Je tiens à remercier nos partenaires grâce à qui cette soirée est possible. Donc, au premier lieu, l'Aquarium qui nous reçoit, l'Université de La Rochelle, le Yacht Club Classique qui, par la personne de Christophe et Thomas, fera l'animation du débat derrière, et l'association Longitude 181. Je précise à l'adresse des gens qui sont à la Maison des étudiants qu'après la projection, le débat qui va s'engager avec François Serrano sera diffusé en vidéo, donc ils pourront le suivre là-bas. Je vous souhaite une bonne soirée. Je passe la parole à François. Merci infiniment. Merci de l'accueil. Merci aussi de l'accueil. Deux mots avant que vous regardiez ce film. Là encore, je ne parle pas simplement en mon nom, mais au nom de toutes les équipes qui ont contribué à réaliser ce film. Je veux dire à quel point ils sont heureux de vous dire merci de venir partager ces aventures extraordinaires que les cachalots nous offrent, et j'insiste là-dessus, les premiers, ce sont les cachalots. C'est eux qui permettent ça. Et puis, il y a tous les membres de l'association Longitude 180, tous les membres de la Marine Megafauna Conservation Organization, qui est une association mauricienne, Hugues Viry, René Euzé, qui voudraient être là, ici, ce soir, à ma place, parce qu'on est toujours formidablement heureux de présenter ses amis. Et vous allez le voir, les cachalots nous ont offert leurs amis. Et grâce à cette réconciliation, à la fois nous avons pu mieux les comprendre, découvrir leurs secrets, et puis apprendre beaucoup sur ce que nous pourrions avoir ici à Terre comme richesse, comme bonheur de vivre, si nous prêtions plus d'attention à cette vie sauvage. Donc je vais vous laisser avec le film Le Clan des Cachalots, et puis je répondrai à vos questions après un petit débat qui, j'espère, vous fera ressentir au plus profond ce bonheur inouï que d'être avec l'autre, celui qui est différent, tous les autres. Merci. Merci d'être resté pour cet échange. Merci beaucoup pour le film. Cet échange sera animé par moi-même, Thomas Dupeyrat, qui suis le vice-président du Yacht Club Classique, et Christophe Ranger.
Alors le Yacht Club Classique, l'objectif du Yacht Club Classique, c'est de protéger, promouvoir et partager le patrimoine des bateaux classiques. Patrimoine, évidemment patrimoine physique des bateaux, mais aussi patrimoine immatériel, patrimoine culturel. Et c'est pour ça que nous organisons un certain nombre de rencontres avec des auteurs, avec des artistes, sur toute la façade Manche Atlantique. Je vais peut-être laisser la parole du coup à Christophe pour commencer les premières questions. On va essayer de partager voir nos émotions, puisqu'on en a eu à travers le visionnage de ce film et puis la lecture du dernier ouvrage de François Sarano. Et puis évidemment, on va vous passer la parole pour que vous puissiez réagir ici dans la salle. Alors malheureusement, à la Maison des étudiants, vous ne pourrez pas réagir en direct, mais évidemment, vous pourrez nous rejoindre à la fin de cet entretien pour les dédicaces et vous procurer les ouvrages de François Sarano. Oui, donc en complément de ce superbe film, là on a tous des images extraordinaires dans les yeux, merci beaucoup. On voudrait vous parler donc de deux excellents livres. Le premier, c'est Le Retour de Moby Dick, qui évidemment illustre totalement, ou est illustré par ce qu'on vient de voir tout de suite. Moi, ça a accompagné complètement mon confinement. Je l'ai lu lentement pour en avoir toujours un petit peu tous les jours. Et puis un autre ouvrage, Réconcilier les hommes avec la vie sauvage, c'est peut-être un peu là-dessus qu'on va plus se concentrer, puisque ça aborde d'autres points que ce qu'on a vu dans le film, que j'ai trouvé aussi un livre remarquable pour des tas d'autres idées. Au début, je m'étais dit, un livre d'entretien, c'est un peu plus difficile de rentrer dedans. Réconcilier les hommes avec la vie sauvage, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, j'ai adoré le livre. Et j'ai trouvé que c'était un bon titre, une fois qu'on l'a compris, et que c'était vraiment un échange très intéressant, où probablement vous dites des choses que vous n'auriez peut-être pas dit directement si vous l'aviez écrit sans quelqu'un qui vous questionne. Et on a donc sélectionné quelques thématiques autour de ce livre. Il y en a plein, je pense qu'on n'a absolument pas le temps. Et la première que j'ai trouvée vraiment très très présente, c'est tout ce qui est autour du partage. Finalement, on se rend compte à quel point le partage, c'est important dans votre vie. Vous dites l'existence, c'est le partage. Le partage est accoucheur. J'ai ressenti que la poésie et le cinéma approchaient mieux la réalité du vivant que la description scientifique. Il faut passer à la supérieure par l'émotion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus autour du partage? C'est une sorte de truc. Nous sommes des êtres sociaux. Ceci dit, le partage, c'est beaucoup plus que d'être en relation avec l'autre. C'est offrir. Ouais. C'est une offrande partagée. Et tout ce que nous vivons, nous le vivons plus richement lorsque nous le vivons avec ceux que nous aimons et avec les autres. Et c'est aussi la même chose avec les animaux marins, les cachalots ici. Et ces animaux sauvages offrent quelque chose d'extraordinaire en plus. Parce que lorsqu'on partage quelque chose avec eux, ce n'est pas à notre initiative, c'est à la leur. Donc ces animaux-là qui viennent vous voir sans contrepartie et qui ne viennent rien chercher, qui soient directement utiles à leur survie, montrent des tas de choses. D'abord, que nous n'avons pas le monopole de la curiosité, nous les humains, et qu'il y a d'autres intelligences qui, elles aussi, viennent et veulent vous découvrir et vous étudier. Là, moi, le scientifique, avec mes engins, je suis tout d'un coup étudié par une autre intelligence. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que nous, les hommes, qui ont l'envie d'apprivoiser d'autres espèces, d'autres, l'altérité, qui sont intéressés par ça et qui veulent rentrer en relation et partager quelque chose. Une rencontre avec un animal sauvage, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est toujours authentique ou ça n'est pas. Parce qu'avec un animal sauvage, vous ne pouvez pas tricher.
Et le partage est obligatoirement vrai, où il n'y a pas de rencontre, où il n'y a rien. Ce qui fait que ça vous oblige à apprendre à recevoir l'autre, à partager avec l'autre. Chez nous, les hommes, on a des artifices parfois qui nous permettent de rester en relation, mais de ne pas tout à fait partager. Avec l'animal sauvage, vous ne pouvez pas tricher, le partage est obligatoirement vrai. Et pour cela, vous devez aller nu, les oreilles ouvertes, la tête vide pour savoir recevoir l'autre et le cœur totalement ouvert. C'est ça la grande leçon que l'on peut tirer de la rencontre avec les animaux sauvages. Et alors, à ce moment-là, la rencontre est bouleversante. Et vous êtes changé pour toujours. Pour toujours, je peux vous le dire. Et pas simplement avec mes amis. Nous avons la chance de nager avec des cachalots, nous avons la chance de nager avec des grands requins blancs, nous avons la chance de nager avec des grands animaux. La rencontre avec un animal sauvage, proche de chez nous, c'est la même chose. Si c'est lui qui choisit, si c'est le renard qui apprivoise le petit prince, pas si c'est nous qui nous approprions l'autre. Pour qu'elle soit riche, il faut que ce soit l'autre qui vienne et que nous soyons offerts. Voilà ce que nous apprend un petit peu la vie sauvage. Et voilà pourquoi il est si important de la transmettre à nos enfants, de la conserver, parce que c'est la meilleure école de vie en société. Parce qu'avec la vie sauvage, on ne peut pas tricher. Alors, vous parlez de votre vie de scientifique, en tout cas au moins au début, très clairement, et vous êtes un scientifique, vous le restez. Vous avez d'ailleurs commencé votre carrière de scientifique à La Rochelle, on peut le dire, oui, sur un poisson un peu plus petit. Sur le merlu, j'ai fait mon doctorat ici, à ce qui était autrefois l'Institut des pêches, et j'ai été accueilli. Si Chantal et Jacques Labastille sont dans l'autre salle, merci, c'est un peu grâce à vous que je suis allé rencontrer les cachalots, et puis bien d'autres personnes d'ici, de l'Institut des pêches. Alors, le travail du scientifique, à la base, c'est un peu de disséquer ce qui se passe, de disséquer les mécanismes. Et dans votre ouvrage, vous faites la différence entre savoir et connaître. Vous dites à quoi nous servirait de connaître, par exemple, le cadavre ou le corps de Mozart si on n'entend pas sa musique. Est-ce que vous pouvez, là encore, nous dire, selon vous, la différence savoir ou connaître? Quel est le rôle du scientifique? Quel est le rôle, peut-être un peu de ce que vous faites, de la mission que vous avez du vulgarisateur? Alors, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est, oui, j'ai passé ma vie à disséquer, une partie de ma vie, à disséquer le monde de plus en plus petit pour savoir et comprendre les mécanismes. Et je crois que d'autres scientifiques ne seraient pas perdus, mais moi, je me suis perdu. En deux mots, plus je fouillais, plus je rentrais dans ces mécanismes, plus je m'éloignais de l'harmonie du tout. Parce que j'ai cru que la somme des rouages qui permettent de comprendre comment fonctionne le vivant ne dit rien de ce qu'est l'harmonie des relations du vivant. Et ça change tout. Ça me donne aussi, quand je décortiquais, ça me donnait cette idée que j'étais extérieur au monde. Que le monde, je pouvais le voir, là, sous ma loupe binoculaire, mon microscope ou mes jumelles, mais que je n'en faisais pas partie. Et je savais beaucoup de choses, mais, somme toute, comme j'avais beaucoup appris, je pouvais gérer, je pouvais puiser dans ces ressources, je pouvais les protéger, j'avais perdu le sens vrai qui tout d'un coup nous dit, mais tu fais partie de ce monde. Et on le retrouve au contraire, non pas dans le savoir, encore une fois, qui parle à la tête, qui parle à l'intellect, qui satisfait notre gourmandise de culture, mais qui ne rend pas compte de la vie du monde. En revanche, la connaissance, connaître, c'est un néologisme, ça vient pas de connaître, vivre avec. Hein. Je dis, mais c'est ça pour de vrai, connaître, c'est vivre avec. Et vivre avec, c'est tisser des liens avec l'autre, c'est rentrer en relation avec l'autre, et avec tous ses sens, pas simplement son analyse intellectuelle, sa peau, son ouïe, son odorat, c'est tous ces moments qui font que tout d'un coup, on est l'autre, on est parcelle du vivant avec l'autre.
On ne sait pas tout, mais on comprend qu'on fait partie de ce monde. Et il me semble que cette relation-là, il faut la vivre pour que tout d'un coup ce savoir, qui est très intéressant, puisse donner un sens au global. Et quand je disais tout à l'heure, vous le releviez, que le cinéma rend mieux compte du vivant que les chiffres, je le crois. Quand moi on me dit l'océan c'est 360 millions de kilomètres carrés, 240 000 espèces, 90 millions de tonnes de poissons pêchés, je ne comprends rien du tout. C'est quoi 360 millions? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais quand je vois les cachalots danser, quand tout d'un coup je suis immergé et que, avec une inspiration, je vole avec eux, alors je ressens qu'on est parents. Quand je les vois souffler et que moi-même j'arrive en surface, je sais qu'on est frères. Et quand je vois Elliot ou Tache Blanche venir me regarder comme ça ou m'accueillir au moment où, je sais pas moi, Delphine fait tété Chesna, là, je sais que nous sommes du même monde, différents, mais du même monde des vivants. Voilà pourquoi il est important de rentrer en contact avec l'autre, d'aller sur le terrain, de partager avec les autres. Et c'est ce que vous dites quand vous dites nous mêler à la vie sauvage nous donne une chance de ressentir le bonheur d'appartenir au monde et d'apprendre à vivre avec nos colocataires. Là aussi, néologisme que j'aime bien, on est tous colocataires. Les terres avec T majuscule E 2 R E. On vit tous sur cette planète, nous, nos enfants et chaque être vivant. Et quand on est avec les cachalots, on découvre que chacun d'eux, surtout lorsqu'on les a suivis depuis leur naissance, qu'on les a vus grandir et qu'on leur a vu exprimer leur personnalité, est une personne non humaine. Il a non seulement une identité, mais comme chacun d'entre nous, sur cette identité génétique, eh bien, il construit sa personnalité, il construit son histoire propre, parce qu'en fonction des expériences qu'il vit, il nourrit petit à petit sa personnalité, il influe sur le monde, il change lui-même, et il crée son univers. Chaque être vivant est unique. Il ne faut jamais l'oublier. Et nous ne sommes pas si différents des autres, pas si éloignés. La seule chose peut-être qui fait qu'on est formidable parmi tous ces formidables, c'est que nous avons conscience de tout ça. Et que cette conscience, eh ben, elle nous donne la liberté formidable de les respecter. C'est ça qui fait notre identité à nous, les humains. C'est ça qui fait notre humanisme. C'est que nous avons le choix de les respecter et que nous savons ça. Voilà, je crois que c'est ça que nous dit le cachalot ou les animaux marins que nous rencontrons. Et après ça, quand je dis à quel point on le découvre lorsqu'on est en relation, lorsqu'on est en contact avec eux, je me dis, il a fallu que je fasse le pas. Au début, c'est pas si facile que d'aller voir le pas. Et bien avec eux, on apprend toujours cette distance juste qui permet de ne pas rentrer dans la sphère intime de chacun et encore une fois de savoir recevoir ce que va donner l'autre. Et c'est difficile avec un cachalot, c'est difficile avec un grand requin blanc, difficile avec un crocodile. Mais à chaque fois, on arrive à trouver cette distance juste. Alors bon Dieu, si on sait trouver la distance juste avec ces animaux sauvages qui nous apprennent ça, on doit pouvoir trouver la distance juste avec tous nos voisins, qui ont des religions, qui ont des cultures, qui ont des traditions différentes, vers lesquelles on ne fait pas le pas aujourd'hui, sur lesquelles on dit n'importe quoi sans jamais être allé les rencontrer. Alors il faut faire ce pas et, oreille ouverte, savoir recevoir ce qu'ils nous disent. Bravo, oui. C'est très convaincant. Je voulais, dans le livre apparaît aussi beaucoup, moi j'ai l'impression que je suis né dans l'écologie, c'est-à-dire que je suis né en 1974 en voyant René Dumont à la campagne électorale, et j'ai appris un terme, et ça a orienté mes études, ça a orienté une grosse partie de ma vie. Et ce dont vous parlez, je trouve ça hyper séduisant et très très fort, c'est la force des convertis. C'est-à-dire, vous dites, Jacques-Yves Cousteau, on le sait tous, n'était pas écologiste, il s'est converti, Nicolas Hulot encore plus, vous également, et j'aimerais bien que vous puissiez nous parler un petit peu de cette force de la conversion, et qui, à mon avis, donne beaucoup de... Oui, alors
je ne vais pas me comparer ni à Nicolas, ni à Jacques-Yves Cousteau. Moi, j'ai commencé en tant que plongeur par aller ramasser du corail et taper une baudroie, enfin bon, je ne savais pas. J'aurais dû peut-être savoir. Il y avait des gens déjà qui en parlaient. Mais j'étais un pillard. Et je ne me souciais de rien. Et ce sont les rencontres que j'ai faites qui, tout d'un coup, m'ont changé, m'ont bouleversé et m'ont appris que ce que je grappillais, je le perdais. Et non seulement je le perdais pour moi, parce que la richesse d'une rencontre avec un animal, c'est bouleversant, mais j'en privais mes amis. Et oui, on avait partagé ce homard, mais plus personne d'autre le verrait. Et petit à petit, j'ai pris conscience que non seulement je privais tous ceux qui viendraient après moi, mais que, après tout, cette mer, ces animaux-là ne m'appartenaient pas. Et que tout d'un coup, je me les attribuais parce que je les tuais. Mais celui qui arrivait là, juste pour les voir, il ne pouvait pas se l'attribuer. Et donc, j'étais un peu un voleur de patrimoine commun. Et je me suis rendu compte que, effectivement, cette vie, cette mer, cet océan, cette planète, c'était notre patrimoine à tous. Et qu'il était raisonnable, c'était que de la raison au début, de le partager un petit peu plus équitablement avec celui qui était simplement un observateur qui aimait regarder. Et puis, petit à petit, les rencontres faisant, la richesse bouleversante de ces rencontres et les émotions qui, encore une fois, sont telles qu'on a envie d'aimer tout le monde le jour où on les partage, je me dis, ça vaut tous les petits grappillages que je faisais. Et c'est ça qui te donne une force. Parce qu'on sait que ce qu'on offre aux autres, en laissant tout ça vivant, c'est la fortune du monde. C'est cette diversité du vivant et des comportements et tout ça qui sont la richesse de la planète. Et donc ça vous donne une force de conviction qui balaye tout le reste. Et surtout qui fait qu'on est heureux de laisser vivre et de laisser aux autres. Et aujourd'hui, je me dis, bien, la mer, le peuple des océans, patrimoine commun, mais pas patrimoine commun des humains, patrimoine commun de tous les vivants. Nous n'avons pas plus de droits sur cette planète que les autres êtres vivants. Et ce n'est pas simplement une affaire de droit. Si nous savions mieux le partager, il nous rendrait 1000 fois ce que nous pillons aujourd'hui. On serait beaucoup plus riches. Et la dernière chose que j'ajouterais, parce qu'on peut faire la même chose pour ceux qui ne vont pas plonger à terre, pour gagner cette richesse, il faut prêter attention. J'insiste, prêtez attention. Je suis sûr que tous les jours, en passant à travers le parc qui est au bout du mail peut-être, vous êtes passé, et n'ayant pas prêté attention, vous n'avez été riche de rien du tout parce que vous n'avez rien vu. Mais je vous invite, rien qu'en sortant ici, à tout d'un coup, prêter attention aux gens, aux choses, aux oiseaux. Et tout d'un coup, vous leur donnerez existence. Et vous serez riche de la relation que vous allez tisser avec eux. Pour être riche, il faut prêter attention aux autres, qui vous rendent 1000 fois l'attention que vous lui prêtez. Et vous ne privez personne en grappillant toute cette richesse d'existence nouvelle que vous avez ignorée autrefois. Et vous nous dites, toujours vous nous écrivez, vous parlez de la résilience de la mer, de la résilience du milieu marin. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard. On peut, et vous faites un peu la comparaison entre la terre et la mer en disant que sur terre, les choses mettent beaucoup plus de temps à se reconstruire, à pousser à nouveau, alors qu'en mer, les choses vont plus vite, se rétablissent plus vite. Alors, pour de multiples raisons. D'abord, la mer, c'est le milieu originel. Les algues, ils baignent dedans. Elles n'ont pas besoin de racines, d'un sol et tout ça. Donc, c'est directement dans le milieu. La deuxième chose, les grands courants marins, la densité de l'eau faisant, transportent à travers le monde les larves, les œufs et d'abord les sels nutritifs. À partir du moment où il y a des sels nutritifs qui arrivent dans la zone ensoleillée, les algues poussent, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile pour une région qui a été exploitée de retrouver quasiment instantanément, grâce, encore une fois, à ces sels nutritifs et au plancton, etc., une vie. Ensuite, les animaux marins ont souvent une fécondité et une maturité sexuelle plus précoce que les grands animaux que nous avons à terre.
Et puis, il est quand même bien moins altéré que le milieu terrestre. Bien moins altéré. Nous, à Terre, aujourd'hui, nous avons tellement tropisé le monde que, par endroits, nous accueillons encore de la vie sauvage. Wow, ici, un cerf. Ouh là là, vous vous rendez compte, j'ai vu des martres chez moi. Il y a un blaireau qui était pas loin. En mer, c'est pas pareil. C'est la vie sauvage qui nous accueille. C'est la vie sauvage. C'est ça qui fait la grande différence entre l'océan, notre dernier grand territoire sauvage, et les continents. C'est qu'en mer, on peut s'approcher d'un petit oiseau, non, d'un petit poisson. Si on est respectueux, si on est patient, on peut être juste à côté de lui. Et si on est encore plus respectueux et bienveillant, tout d'un coup, il va nous considérer comme l'un des leurs. Et donc, on va partager des choses avec lui, ce qui est très difficile à terre. Mais ce qui me fait dire une chose, c'est que la relation normale que nous devons avoir avec les animaux, nous la vivons, nous, dans l'océan. C'est-à-dire que l'océan représente peut-être ce que les hommes d'il y a 30 000 ans vivaient au milieu des animaux sauvages. Quand on voit les peintures de la grotte Chauvet, on voit le réalisme invraisemblable des peintures. Le réalisme, ça ne veut pas dire que c'était très bien peint, ça voulait dire qu'ils avaient saisi les détails vivants. Les animaux peints sur les parois de la grotte Chauvet, ils sont vivants. Parce que les gens étaient au milieu de ces animaux. Et nous, c'est ce que nous vivons avec les animaux marins. Ça veut dire que nous avons perdu ça à terre, mais que nous pourrions le regagner. Dans les îles subantarctiques, où j'ai, avec la Calypso, fait de nombreuses escales, où je sais vous avez vécu un moment, quand on est au milieu des éléphants de mer, quand on est au milieu des lions de mer, quand on est au milieu des oiseaux, ils ne s'envolent pas. Si nous n'agressons pas, tout d'un coup, on peut établir une relation. Je me souviens, en Amérique du Sud, à Valdès, m'être couché sur la plage, parce que j'attendais de voir des orques, on couche sur la plage, et tout d'un coup, il y a un énorme lion de mer qui arrive. J'étais pas loin de sa souille, il arrive, il s'est couché sur ma chambre. C'est lourd, hein. Je peux vous dire, vous pouvez toujours tirer, c'est lourd. Pour dire la proximité que nous pourrions avoir avec les autres, tous les autres animaux, et qui, encore une fois, changerait notre monde. Parce que c'est apaisant. Parce que quand vous êtes avec des animaux sauvages, vous êtes en paix, vous êtes serein. Vous êtes serein. Et ça vous donne, encore une fois, un calme que vous pouvez offrir aux autres. Et encore une fois, c'est une sorte de circuit vertueux. Je ne sais pas si un jour, peut-être, vous avez un petit oiseau. Moi, je suis avec ma petite fille en ce moment. On regarde les petits oiseaux, ça nous rend heureux. Et elle est heureuse et elle va le dire. C'est communicatif. On est dans une ville où on est agressif, on est stressé comme ça. Non. Le monde sauvage est un monde de paix. Merci. Merci vraiment. Merci au monde sauvage. Mais encore une fois, ce que nous vivons en mer, nous pourrions le vivre. Ce que nous vivons en mer, nous pourrions nous le retrouver à terre. Nous devrions. Des réserves. De l'attention. Arrêtons d'aller déterrer les blaireaux, arrêtons de massacrer les renards. Absurde. Absurde. Jouissons du regard furtif et puis peut-être plus attentif de cet animal. Venir vous tenter de vous apprivoiser. Bah, vous nous apprivoisez, je crois. Je pense que tu gardes le temps, Xavier, tu nous dis. Hein. Peut-être avant de passer la parole au public qui a certainement des questions à formuler, j'aimerais que vous puissiez nous donner quelques nouvelles, quelques nouveautés de cette famille de cachalots, parce que je sais qu'il se passe, vous continuez à travailler, donc il y a des nouveaux papiers qui vont sortir. Peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu. Première chose, ils vont bien. Ils vont bien. Alors, le film est un tout petit peu ancien, il a 2 ans. Aujourd'hui, il y a 11 jeunes, et non pas 9, sont nés le petit Darren et la petite Lana, qui est née dans la nuit du 20 au 21 février 2019, et qui est la fille de Irène Gueule-Tordue, la matriarche, et de Noé. Et là, nous ne le savions pas. Donc, la demi-sœur d'Arthur. Et la nièce, mais oui, de Mystère, qui est la sœur vraie de Irène Gueule-Tordue. Bref, nous avons non seulement vu le clan s'élargir, ce qui est un très bon signe. Dans certains endroits
en particulier dans les Caraïbes, les dernières publications faisaient état d'une diminution de la population de cachalots, même d'un rythme assez alarmant, de 4,5% par an sur les 10 ans. Nous, notre croissance au cours des 10 dernières années, elle est de 60%. Donc, ce qui est absolument réconfortant, réjouissant. Et puis, je ne compte pas, vous avez vu la petite Cindy, là, les dernières images, elle ne fait pas partie du clan d'Irène, donc elle n'est pas comptabilisée dans les jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on a appris grâce à ces études génétiques et grâce aux nouvelles choses? D'abord, que je dis une grosse ânerie dans le film, je dis les mâles donc, il faut savoir que les jeunes mâles à maturité sexuelle vont quitter le clan matriarcal, vont quitter leur famille pour toujours. Ils vont partir entre mâles vers les zones froides, Kerguelen, Crozet, pour aller manger et effectivement ne reviennent dans les eaux tropicales où séjournent les clans de femelles et de jeunes que pour la reproduction. C'est ce que je dis, c'est ce que je croyais, c'est ce que vous pouvez lire dans toutes les publications. C'est une ânerie. C'est cool. On soupçonnait un peu, mais on n'était pas sûr, donc je n'ai rien pu dire dans le film. Nous avons montré que ces grands mâles reproducteurs, bien entendu, on en a un, il est venu déjà 4 fois, il est le père d'une mère, enfin bon, lorsque ces grands reproducteurs arrivent dans ces clans de femelles et de jeunes, contrairement à ce qui se passe chez les autres, ça c'est quand un mâle reproducteur arrive chez les baleines à bosse, tout le monde part partout parce que c'est un guerrier, c'est un tueur, hein, il est capable d'écarter les petits pour s'accoupler avec une femelle, donc on le fuit. Mais quand un grand cachalot mâle, quand Jonas, le grand Jonas arrive chez nous, alors tous les cachalots arrivent de tous les horizons, et ils viennent et ils le caressent, et ils se frottent à lui, comme vous avez vu les cachalots se frotter. Les cachalots, c'est 50 tonnes de délicatesse et de caresses. Et ils se frottent les uns les autres, pendant, pas des heures, mais des dizaines de minutes. Et non seulement les femelles, on peut se dire, waouh, elles viennent voir si le grand mâle est là pour elles. Non, non, pas du tout. Les jeunes, et même les jeunes mâles adolescents comme Elliot et Tache Blanche, qui ont 10 ans, qui sont toujours là, ils ne sont pas encore partis, eux, et qui viennent le caresser, et qui viennent surtout l'écouter. Lorsque le grand mâle se met en chandelle, encore une fois, c'est 20 mètres, hein, et qui fait beaucoup plus fort que ça. Tous les jeunes mâles viennent et se posent sur sa tête en tulipe pour que ça c'est une hypothèse, pour que les sons les pénètrent mieux, pour qu'ils écoutent mieux ce que le mâle a à dire. Ce qui veut dire, comme je suis sûr que Jonas ne va pas se reproduire avec Elliot et Tache Blanche, qui sont 2 jeunes mâles, c'est que s'ils échangent, c'est pour une raison sociale. Ça veut dire que ces grands mâles ne viennent pas simplement pour la reproduction, mais reviennent dans les clans où ils ont des descendants pour apporter quelque chose, raconter quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils racontent. Ils racontent peut-être les albatros, les éléphants de mer, les 40e rugissants, les tempêtes, l'eau noire, enfin bon, des tas de choses. Mais ils restent et sont appréciés, et donc ils structurent en partie la société, contrairement à ce que vous pouvez lire et ce que je disais encore dans le film. Ils ont un rôle social. Ça, c'est une grande nouveauté. Formidable. Et on peut dire qu'en quelques années, dans les îles du Sud, Kerguelen, Crozet, où il y a des pêcheurs qui vont pêcher un gros poisson qu'on appelle la légine à la palangre, les cachalots, comme les orques d'ailleurs, ont appris à, lorsque les palangres remontent, venir délicatement prendre les poissons sur les hameçons. Et ça ne se faisait pas avant, c'est nouveau, ça date d'une 40aine d'années. Mais ils ont très bien compris, ils le font. Inutile de dire que ça ne se fait pas dans les eaux tropicales. Eh bien, il y a 2 ans, nous avons enlevé un hameçon dans la bouche de Elliot. Juste après, nous avons vu Tache Blanche, qui avait un hameçon, et Arthur, qui est celui qui a la caudale qui est un peu coupée, qui est un peu plus jeune, s'est baladé pendant 15 jours sans qu'on puisse lui enlever avec un hameçon et une ligne. Hypothèse, alors maintenant on est dans la totale hypothèse. Ça ne se faisait pas avant. Les cachalots dans les eaux tropicales ne vont pas prélever sur les palangres, ne vont pas prélever sur les lignes des pêcheurs. En revanche, peut-être, hypothèse, que le
la belle histoire racontée par Jonas, Noé, Reza, est aussi quelque chose qui transmet des expériences. Chez les cétacés, on sait que les cétacés partagent leur expérience. Quand quelqu'un joue et trouve quelque chose, il va partager ça, ça va se transmettre et ça crée des différences culturelles qui font même des séparations de population et même des spéciations. Donc, je ne m'interdis pas de penser que ce sont les cachalots du Sud qui ont transmis ça aux jeunes qui sont maintenant dans les autres, qui sont dans les eaux tropicales. Voilà donc des nouveautés. Ensuite, bon, une dernière chose, je vous parle de Germine, la babysitter. Elle va très bien, et elle s'occupe toujours, alors maintenant de la petite Lana, puisqu'il y a eu la petite Lana. Elle laisse téter encore Darren, elle laisse téter Arthur, etc., même s'ils ont maintenant 4-5 ans. Mais on a découvert autre chose, que Germine, malgré les 120 allaitements que nous avons filmés, se laisse téter, mais visiblement n'a pas de lait. En revanche, nous avons découvert que chez les cachalots, il y avait aussi des nounous allaitantes. Germine, elle est plus babysitter, mais les vraies nounous allaitantes, elles n'accueillent qu'un seul petit, d'une femelle, enfin d'un petit qui n'est pas le leur et d'une autre femelle. Elle ne va s'occuper que de celui-là. Par exemple, Yukimi, nounou allaitante, ne va s'occuper que de la petite Lana, donc fille de Irène Gueule-Tordue. Et elle l'allaite, et si Darren vient, elle ne lui donnera pas de lait. Et ainsi, il y a chez les cachalots, et ça structure véritablement le clan, deux types de personnages très importants qui solidarisent, et tout le clan, tous les cachalots, c'est de la solidarité sociale qui leur permet de vivre, qui solidarisent le clan, donc les nounous, la nounou babysitter Germine et les nounous allaitantes. Au point que ces nounous allaitantes sont si importantes que parfois elles se substituent à la mère. Et vous avez vu tout à l'heure, il y en a une qui est suivie par Irène Gueule-Tordue, elle s'appelle Amy, et nous l'avons vue avec un nouveau-né qui s'appelle Alexander, qui n'était pas né à l'époque du film. Et pendant tous les mois de plongée, elle était toujours Alexander, Amy. Donc en sortant, inutile de dire que j'ai dit Alexander est le fils d'Amy. Analyse génétique de Justine Girardet et de Jean-Luc Young. Alexander est le fils de Caroline. Alors, j'ai dit, écoute, je te renvoie des échantillons, mais refais tes analyses. Eh bien, Alexander est bien le fils de Caroline. Mais Caroline est une mère qui ne s'occupe pas de ses petits, et Amy s'est substituée complètement à la mère. Et je continuerai là-dessus, mais parce que ça montre, dernière chose qui est formidable, c'est que dans un tout petit groupe, 17 femelles adultes et 11 jeunes, il y a des individualités extrêmement marquées. Je viens de dire Caroline ne s'occupe pas de ses petits, elle n'est pas occupée de sa fille Zoé. Et à l'opposé, on a une autre femelle qui s'appelle Lucie, qui est pathologiquement attachée à ses petits, qui ne les laisse pas à la nounou. Et entre les deux, il y a Irène qui fait en gros 50-50, je le laisse téter, et puis ça. Ce qui veut dire qu'il y a une grande variabilité entre les individus, et je dirais variabilité, c'est un mauvais mot. Chaque personnalité est très marquée entre, comment il s'appelle, Elliot qui est un explorateur, Roméo qui est un joueur, le pauvre Arthur qui est ultra timide, Mistotou qui est casse-pied, mais on peut les caractériser et nous n'avons plus besoin de nos cartes d'identité pour les reconnaître. Il suffit de regarder. Ah ben, lui, le clown, voilà Roméo. Voilà Roméo, j'en suis sûr que c'est lui. On les reconnaît, oui, comme on reconnaît ses proches. Et encore une fois, comme nous les avons vus grandir petit à petit, année après année, non seulement on les a vus grossir, mais on a vraiment vu comment ces personnalités se forgent. Celui, Elliot, qui a le plus d'expérience, eh bien, il est le plus enclin à venir nous voir. Il est le plus explorateur de tous. C'est ça qui est extraordinaire. Personne non humaine avec des caractères aussi marqués que nous. À respecter. Merci pour ces nouvelles de la famille, des jeunes en particulier. Alors, il y a pas mal de jeunes dans la salle aussi, et il y a sûrement des questions. Alors, des questions des jeunes ou questions des moins jeunes. Est-ce que vous avez des questions pour François Sarano ? Je me demandais si tous ces animaux, vous reconnaissez, vous, quand vous arrivez. Alors, on va peut-être répéter la question. Vas-y, Je vais répéter la question. Est-ce que tous ces animaux, est-ce que tous ces cachalots nous reconnaissent ? Est-ce que si ça avait été des chiens ou des chevaux, vous m'auriez posé la question ? Non. La réponse est là-dedans. Pourquoi faire la différence entre des animaux
avec lesquels nous vivons habituellement et ces animaux-là. Toute leur vie est tendue pour reconnaître. Donc il n'y a aucun doute, qu'ils nous reconnaissent. C'est aucun doute. Et ils n'ont pas besoin d'une reconnaissance morphologique. Leur système de perception par écho est tel qu'ils doivent ressentir non seulement comment nous sommes, mais notre état d'âme. Et oui, ils nous ressentent, mais ils savent même chaque jour comment on est ouvert à eux et comment on est au contraire fermé. Et c'est beaucoup plus fort. Nous, on a des tas de soucis, on a des trucs à calculer, on a des trucs administratifs à remplir. On n'est plus attention à tout ça. On ne fait plus attention. Eux, ils n'ont que ça. Ils sont sens, tous les sens, même des sens que nous n'avons pas. Même des sens que nous n'avons pas et pour lesquels nous n'avons aucun mot. Quand je parle d'écolocalisation, c'est super. Mais qu'est-ce que c'est que de ressentir le monde par écolocalisation? J'en sais rien. Oh, on peut expliquer une sorte de mécanique. Oui, j'envoie un son, le son rebondit, il revient vers moi, j'écoute l'écho, je sais qu'il est là. Et puis après, je peux affiner. C'est de la mécanique, tout ça. Qu'est-ce que l'analyse de cette mécanique donne réellement dans le cerveau du cachalot? Et après ça, qu'est-ce que combiné avec tous les autres sens, cela donne dans le cerveau du cachalot? Qu'est-ce que combiné aux expériences et à la culture de chacun, cela donne? Je ne peux pas savoir. On ne peut pas savoir. Mais une chose est sûre, c'est que c'est d'une richesse extrême, formidable. Aussi sûre que ça se fait avec les autres animaux. Ils nous ressentent de très loin. Je vous raconte une anecdote. Avec René, on s'était mis à l'eau. Les cachalots plongent, ils descendent à 1000 mètres de profondeur. Inutile de dire que malgré notre scaphandre, on ne suit pas. Et on est dans le bleu, 1500 mètres, 1000 ou 2000 de la côte. On veut remonter sur le bateau parce qu'on a raté la plongée. Tout d'un coup, on voit rien. On voit rien. Mais lui, Elliot nous avait vu. Il vient vers nous et il est resté 10 minutes à danser avec nous. Lui, l'animal sauvage, il est venu du fond de l'océan. Il est venu sans contrepartie pour satisfaire sa curiosité et pour venir nous apprivoiser. Pourquoi je dis ça? Enfin, m'apprivoiser en particulier, parce que non seulement il faut faire comme ça en se mettant sur le dos, il offre son ventre, il fait des arabesques particulières, mais il a utilisé, envers moi, qui essayais de répondre maladroitement en faisant des quadrilles, la fameuse coda à 8 clics, 40 fois, qui est une demande de caresse. Cela veut dire que lui, le cachalot, l'animal sauvage, a souhaité exprimer dans son langage une main tendue. Je veux t'apprivoiser. J'insiste là-dessus. Nous n'avons pas le monopole d'envie d'apprivoiser l'autre, de reconnaître l'autre, d'être attentif à l'autre, à la différence, à l'émerveillement de la différence. Lui aussi, le cachalot. Et ça, c'est formidable. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre une question là-bas? Alors, l'autre clan... Ou alors, est-ce qu'il y a des interactions entre clans? Et est-ce que ces autres clans utilisent le même idiome, le même coda à 8 clics qui est spécifique du clan d'Irène Gueule Tordue? Alors, il y a deux choses là-dedans. D'abord, on est souvent avec le clan d'Irène Gueule Tordue à plus de 95% du temps. Les autres clans, on les voit peu. Il n'y a pas simplement le clan de Rechna que vous avez vu avec la petite Cindy qui avait son cordon ombilical. Nous avons maintenant plus de 100 cartes d'identité, ce qui veut dire que nous vivons avec une très faible portion de l'ensemble des populations, de l'ensemble de la population de cachalots autour d'île Maurice, que nous connaissons fort mal. Nous les identifions pour le coup, mais nous ne les connaissons pas. En revanche, les enregistrements sonores que nous avons faits de ces autres clans montrent qu'eux utilisent la coda à 5 clics
que nous n'entendons pas chez Irène Gueule-Tordue. Donc, ils utilisent ça. Et cette coda à 5 clics est assez, j'allais dire, plus ordinaire, parce qu'on l'entend relativement souvent dans d'autres océans, Caraïbes ou, j'allais dire, Atlantique. Enfin, mais après ça doit être plus complexe. Il y a les intervalles entre clics. Hein, on est à l'aube. Hein, c'est la première fois au monde qu'on associe une coda avec un comportement et un individu, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne comprendra jamais ce que ça veut dire. Hein. Je précise, il n'y aura pas de pierre de Rosette qui permettront de faire un catalogue, un dictionnaire français cachalot, ni espéranto cachalot. Oubliez, les cachalots n'ont pas de langage. Ils communiquent avec des sons. Ils n'ont pas de langage. Et il est inimaginable de vouloir associer cette coda à une phrase, à un mot. Je vais prendre un exemple. Un peu la même chose, nous, avec la musique. La musique est signifiante. Hein, lorsque je fais ta-ta-tra, ta-ta-tra, ta-ta, tout le monde se lève, on regarde les couleurs se lever, etc. Donc ça signifie quelque chose. Une symphonie de Mozart, ça vous émeut. Donc, c'est une manière de communiquer, mais vous ne pouvez pas le traduire en mots. C'est très, très structuré. Hein. C'est très codifié, la musique. C'est très structuré, mais vous ne pouvez pas le traduire en mots. Ça n'est pas un langage, mais c'est un moyen de communication universel et formidable. Il faut bien faire la différence entre les deux. Donc, ils ont des idiomes propres, chaque clan, et visiblement, celui d'Irène de Gueule-Tordue est assez rare dans le monde, et ils doivent le partager avec les autres. Hein. C'est quand ils se rencontrent, ils se comprennent. Mais c'est un petit peu comme quand des Marseillais montent à Paris, ils se comprennent, pas au foot, mais dans le reste du temps, ils se comprennent. Hein. Et Marseille a un accent particulier, avec ils utilisent des expressions qui leur sont propres et qui sont différentes de celles de Paris. Hein. Et pourtant, ils se comprennent quand même. Voilà, donc il y a à la fois une différence, et peut-être que cette différence est une caractéristique qui est volontairement émise pour identifier le clan. Voilà. Et la deuxième partie de la question, c'était... communique entre les deux clans. Oui, oui, communique. On a vu des fois des groupes 80, 100 cachalots, lorsque les grands mâles arrivent en particulier, qui se réunissent. Ah si, interaction. On a eu une interaction avec un autre clan qui est le clan des marques blanches, tout un groupe avec d'énormes plastrons blancs sous le ventre, et qui a été assez délicate parce qu'une très grosse femelle, que j'ai appelée Lilith, est arrivée dans le clan d'Irène Gueule-Tordue, a essayé de séparer la petite Chesna et le petit Darren, et de les entraîner avec elle. J'ai pris ça pour un rapt, et ça, il y a eu une sorte de combat. C'est très, 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 très rare de voir les cachalots s'opposer. Donc, il y a d'abord eu Irène Gueule-Tordue qui est venue, mais elle s'est fait complètement retourner par Lilith. Germine, qui ne pouvait rien faire, et c'est le grand frère, Tache Blanche, que vous avez vu là, et qui a poursuivi Lilith, et qui a permis à la petite Chesna de s'évader et de retrouver sa mère qui est remontée du fond. Et le petit Darren, lui aussi, on l'a retrouvé le lendemain, donc il l'a sauvé. Donc, entre les clans, il peut y avoir des interactions délicates. Nous n'avons pas d'expérience. On ne sait rien du tout. Hein, il faut vraiment, là-dessus, il faut vraiment comprendre qu'on ne sait rien de rien, de rien, de rien. Donc, chaque plongée, c'est quelque chose qui nous apprend quelque chose. Vraiment. On aurait énormément de questions à vous poser. J'aurais adoré que vous puissiez nous parler du comportement des cachalots que vous décrivez dans le retour de Moby Dick, et notamment le sens du sacrifice. Mais je pense qu'on ne peut pas faire ça, et que je crois qu'il y a du temps qui est réservé aussi pour que vous puissiez dédicacer des livres, rencontrer des gens qui sont présents. Et je crois qu'on est obligé de vous remercier de votre présence, de votre générosité. Et vraiment, c'est un grand moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et encore une fois, j'insiste, au nom de tous mes camarades, un film, ça ne se fait jamais seul. Sous l'eau, on n'est jamais seul. C'est toujours en équipe, en équipe, en équipe. Je suis ici devant vous ce soir, c'est une chance formidable, merci. Mais tous mes camarades, mon épouse Véronique que vous avez vue et qui fait des belles apnées, hein, elle aimerait être là pour vous dire merci d'avoir partagé ce moment. Donc c'est un travail d'équipe, équipe, équipe. Merci. Merci beaucoup.
où est-ce se passe la dédicace? D'accord, sur la méthanie. Merci. Merci beaucoup. Merci.